Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo avec cette question cette semaine. L'Union européenne est-elle un acteur clé dans la lutte contre le réchauffement climatique? Nous irons en Suède. Connaissez-vous le Flixcam, la honte de prendre l'avion, pas crainte de la pollution. De plus en plus de Suédois boycottent l'avion et préfèrent se déplacer en train pour sauvegarder la planète. Notre reportage à Stockholm, le climat au cœur des préoccupations européennes. Vous le savez, la Banque européenne d'investissement annonce qu'elle cesserait de financer de nouveaux projets liés aux énergies fossiles, y compris le gaz, à partir de 2022. Une décision saluée pour sa contribution à la lutte contre le changement climatique. Et cette question, faut-il taxer le kérosène des avions pour financer la transition énergétique? C'est le débat en deuxième partie d'émission. L'actualité, c'est cette respiration. La présidente de la Commission respire. L'Élysée respire. Ça passe pour la candidature de Thierry Breton, validée. Ouf! Après l'échec de Sylvie Goulard, les eurodéputés ont donné leur feu vert à Thierry Breton pour qu'il devienne le nouveau commissaire européen au marché unique et au numérique. On regarde un résumé de cette audition et on réagit juste après. Le pas décidé, Thierry Breton est prêt pour son audition. Il se sait attendu, surtout des députés européens d'opposition et des accusations de conflit d'intérêts. Si vous entriez en fonction, vous prendriez la tête d'un portefeuille qui couvrirait à la fois la politique industrielle, le numérique, la défense, l'espace et le marché intérieur. Vous conviendrez que c'est un pouvoir immense, comme l'est aussi le trouble qui nous habite. Car il se trouve que l'entreprise que vous aviez dirigée jusqu'il y a peu est active dans l'ensemble des domaines que je viens de citer et on voit le parfait chevauchement entre ces différents secteurs. Quelles garanties et quels engagements concrets pouvez-vous nous donner que vous défendrez l'intérêt général plutôt que les intérêts privés? La réponse du commissaire désigné: je n'ai plus aucun intérêt dans les entreprises que j'ai dirigées. Quand on a eu plusieurs vies en une vie, et que l'on peut se présenter devant vous, ici et aujourd'hui, c'est que la notion de conflit d'intérêt et l'éthique est un sujet que l'on porte au plus profond de soi. Sur ce point précis, je n'irai pas par quatre chemins. Il n'y a qu'une solution, être radical, je dis bien radical, avec toujours le seul intérêt général en tête, exclusivement, uniquement, en toute indépendance. Je me présente donc devant vous, aujourd'hui, sans plus aucun intérêt patrimonial dans aucune entreprise. Ça signifie très précisément que j'ai vendu par le biais du marché toutes les actions que j'ai possédées, avant même de me présenter à vous. J'ai aussi démissionné de tous mes mandats, je dis bien tous. Thierry Breton s'est voulu le plus transparent possible. C'est pour des raisons d'intégrité que les eurodéputés avaient rejeté la candidature de Sylvie Goulard. Cette fois, l'audition s'est davantage concentrée sur le contenu politique. Thierry Breton postule pour un très vaste portefeuille comprenant la politique industrielle, le marché intérieur, le numérique, la défense et l'espace. Cette fois, c'est passé. Les députés européens ont validé la candidature au poste de commissaire européen de Thierry Breton. Il a reçu les votes en sa faveur de la droite, du groupe eurosceptique ECR, des socialistes et enfin des centristes de Renew. Ursula von der Leyen peut respirer. La nouvelle commission, censée au départ entrer en fonction le 1er novembre, espère finalement commencer le 1er décembre. Sauf nouveau rebondissement, la nouvelle présidente de la commission devrait pouvoir soumettre son collège de commissaires au vote du Parlement européen le 27 novembre. Alors nous a rejoint sur ce plateau Petra de Sutter. Bonjour, vous êtes eurodéputé belge du groupe des Verts ici au Parlement européen. Vous présidez la commission marché intérieur et protection du consommateur au sein de ce Parlement. Vous allez donc être amené à travailler avec le nouveau commissaire au marché intérieur Thierry Breton. Thierry Breton sera-t-il un bon commissaire européen ? Je vous dirai dans 5 ans, quand on aura le bilan de ce qu'il a fait. C'est vrai que c'est un candidat très fort, c'est un portefeuille très important, comme on l'a entendu dans le film. C'est ce que Mme von der Leyen voulait, c'est ce que le président Macron voulait. C'est un portefeuille qui combine quand même beaucoup de compétences pour mettre l'Europe vraiment sur l'avant-plan de nouveau dans le monde, en compétition avec les marchés chinois, américains, etc. Donc c'est une stratégie vraiment voulue. Oui, l'audition était plus sur le fond du portefeuille, plus que sur les conflits d'intérêts. Oui, c'est vrai. Sur les conflits d'intérêts, la situation était quand même différente de celle de Mme Goulard. Il a vendu tous ses intérêts, toutes ses actions, etc. dans les compagnies. Il a promis
qu'il allait vraiment être indépendant. Alors pour les Verts quand même, parce que vous savez, j'ai deux chapeaux, voilà. Deux casquettes. Oui, deux casquettes, c'est ça. Pour les Verts, le principe qu'on sort d'une industrie pour immédiatement après réguler cette même industrie, et quand même le numérique et Atos, etc., vous avez vu le schéma, ça nous a fait réfléchir si vraiment c'est une bonne idée. Donc pour nous, pour les Verts, il y a beaucoup de réticence et on va être très critique envers ce que le nouveau commissaire, M. Breton, va faire dans sa politique à venir. Mais il y a les produits qui entrent sur le marché européen seront abordés dans votre commission. Sur quoi vous allez être attentive? Pour commencer, le marché interne doit être renforcé, c'est ce que tout le monde dit, parce qu'il y a beaucoup de fragmentation, il y a des nouveaux obstacles, des barrières que les États membres en fait mettent en place. Donc on n'est pas vraiment dans une évolution vers un marché complété, il y a encore beaucoup de travail à faire, surtout dans le domaine des services. Et en plus, et au-dessus de tout ça, il y a le numérique qui arrive. Donc il faudra mettre la réglementation en place qui, de nouveau, essaye d'épouser tous les avantages économiques et industriels dans la politique que Mme von der Leyen et M. Breton voudront faire avancer, et de façon à protéger les gens, à être sûr qu'il n'y a pas des intérêts qui sont en danger. Donc, pour trouver cette balance, il faudra vraiment bien travailler ensemble et le Parlement sera très critique, surtout dans les aspects, comme je vous ai dit, qui touchent aux données. Est-ce que les données que les gens, dans le digital, bien sûr, dans tous les secteurs, est-ce qu'ils appartiennent aux gens? Est-ce qu'on peut les marchander? Est-ce qu'on peut les vendre? Qui peut les employer? Sous quelles conditions? Etc. C'est vraiment un chantier qui est tout à fait nouveau. Et en plus, l'intelligence artificielle qui s'ajoute, dont on n'a pas encore de cadre réglementaire. Vous savez que la Commission a promis, Mme von der Leyen, dans les 100 premiers jours, je viendrai avec un cadre éthique et légal pour regarder ces aspects de l'intelligence artificielle qui sera très importante. Ça, ce seront quand même vraiment les challenges de notre Commission. Vous l'avez abordé, l'obsolescence programmée des machines. Est-ce qu'on va vers une interdiction? Ce ne sera pas si simple que ça, parce qu'il faut prouver que c'est programmé, que c'est voulu. Bien sûr, quand on parle avec les producteurs, les industries, ils vont nous donner des autres explications. Moi, je pense qu'il y aura une autre évolution très intéressante à observer, c'est l'évolution où on passe des produits aux services. L'exemple classique, c'est on n'achète plus une lampe, on achète la lumière. Et donc, le producteur, le vendeur de lumière, il aura bien sûr tout intérêt à ce que la lampe continue à brûler plus longtemps. Donc, les produits qu'on va mettre sur les marchés, ils vont peut-être dans toute l'idée de l'économie circulaire et de la durabilité dont on doit faire, qui est très importante, bien sûr, dans tous nos agendas du Green Deal et de l'écologie qu'il faut bien sûr pousser. Je pense qu'on est tous convaincus, la Commission aussi. Pour la première fois, il y a le Green Deal dans l'agenda. Oui. Comme écologiste, on ne pouvait pas en rêver. Justement, vous avez une double casquette, présidente de Commission et eurodéputée verte. Quid de la politique verte? Va-t-on investir vers les technologies de transition? De nouveau, le message est double. On est très content que c'est vraiment si haut sur l'agenda de la Commission, mais on va regarder si les ambitions vont être réalisées. Parce que quand même, ce n'est pas Mme von der Leyen seule ou M. Timmermans et sûrement pas M. Breton seul qui vont décider de ça. C'est toute la Commission et c'est surtout les États membres. Vous savez qu'on est des co-législateurs avec les États membres et c'est surtout les États membres, malheureusement, qui bloquent beaucoup d'avancements dans ce domaine parce que la lutte contre le changement climatique, chez nous, voilà, c'est très différent de la Pologne où on est encore complètement submergé dans le charbon. Donc pour décarboniser, il y a des grandes différences entre les États membres et pour les aligner, ce sera un grand travail. Donc on espère, on est très positif quand on regarde sur papier ce que la Commission veut faire, mais il faudra regarder ce qui va se réaliser en pratique. Ce sera le challenge de ces premières années. Voilà. On reste sur la transition écologique et direction la Suède. Au pays de Greta Thunberg, voler n'a plus le vent en poupe. Un mouvement fait son chemin, c'est le Flixcam, la honte de prendre l'avion. Regardez notre reportage à Stockholm et on en débat juste après avec nos invités. C'est le phénomène à la mode en Suède, le Flixcam. Littéralement, la honte de prendre l'avion pour les Suédois. Pour eux, voler est devenu trop polluant.
Aéroport Arlanda de Stockholm. Nous sommes allés demander aux voyageurs s'ils avaient honte de prendre l'avion. Éric Furtado est portugais. Ce chorégraphe doit se rendre souvent dans les capitales aux quatre coins de la planète pour se produire. Il en a conscience, c'est pas très écologique. Je sais très bien que mon bilan carbone, il augmente. Enfin, j'ai fait les calculs. Mon bilan carbone est bon et il est très bon même. Et après, quand on rajoute l'avion, en fait, il devient très mauvais. Mélissa est canadienne, même si elle se dit qu'il faudrait un jour repenser notre façon de voyager, impossible pour elle d'abandonner l'avion. Aujourd'hui, je suis en Suède, donc, et puis c'est impossible pour moi de voyager en train, par exemple, de Montréal à Stockholm. Donc, j'aurais pu prendre le bateau, mais c'est quand même... J'ai une semaine de vacances, donc c'est pas réaliste. Si nos voyageurs étrangers sont plutôt réticents à l'idée d'abandonner l'avion, les Suédois, eux, sont plus catégoriques. Carolina, 34 ans, est directrice des ressources humaines. Elle ramène le petit dernier, Oscar, de la crèche. Cet été, sa petite famille visitera le sud de l'Europe. Mais pas question de prendre l'avion, le voyage se fera en train. Je sais que ça va prendre plus de temps, mais d'un autre côté, on verra du pays, un peu plus. Si on va en Allemagne, ça va nous prendre 20 heures en train, au lieu d'1 heure en avion. Mais ce sera plus enrichissant. Apprendre à ne plus prendre l'avion et redécouvrir les joies du train, Andreas en est convaincu. C'est comme cela aussi qu'on sauvera la planète. Sur sa page Facebook, Tag Semester, on se recommande des itinéraires en train depuis 5 ans déjà. Ici, un internaute propose le trajet Suède-Thaïlande, plusieurs mois de voyage, et ça marche. Le nombre de membres sur Facebook est monté en flèche. 100,000 members now. On est 100 000 membres aujourd'hui. Au moins la moitié disent qu'ils veulent moins prendre l'avion ou arrêter totalement. On peut voir qu'en Allemagne, ils vont réduire les taxes pour voyager en train. On devrait s'en inspirer en Suède. Avec Andreas, nous décidons ensuite de prendre la température en gare de Stockholm. Dites-moi, est-ce que vous avez honte de prendre l'avion ? C'est sympa de prendre le train, mais personnellement, je préfère prendre l'avion, c'est quand même plus facile. Pour le climat, personnellement, je préfère prendre le train. Non, je n'ai pas honte de prendre l'avion, je dois partir en vacances à Tenerife bientôt. Même si les vieilles habitudes restent difficiles à changer, renoncer à l'avion, c'est une tendance qui prend de l'ampleur. Pour preuve, le nombre de passagers utilisant le train a littéralement explosé. On a 7 millions de passagers en train en plus aujourd'hui comparé à il y a 5 ans. Rien que l'année dernière, on a une augmentation d'1,5 million de passagers. 5 000 nouveaux passagers chaque jour en moyenne et ça ne fait qu'augmenter avec cette année 7 000 nouveaux passagers chaque jour. Ce jour-là, 8000 jeunes manifestants sont rassemblés dans le centre de Stockholm. Une grande manifestation conduite par le mouvement Fridays for Future. Objectif, exiger une action contre le réchauffement climatique. Une invitée surprise, en visioconférence depuis New York, Greta Thunberg. C'est l'icône du mouvement mondial pour le climat. Après 15 jours de traversée de l'Atlantique à bord d'un voilier zéro émission carbone, s'il vous plaît, la jeune Suédoise de 16 ans est à l'ONU pour défendre le climat. En militante infatigable, Maya Rosen traque ce jour-là. Elle a lancé une campagne sur Internet il y a quelques mois, We Stay on the Ground, on reste au sol. Son objectif, faire en sorte que 100 000 personnes ne prennent pas l'avion pendant 1 an. Et ça marche. Plus de 12 000 personnes ont déjà signé la pétition en ligne aujourd'hui. Nous avons 10 ans pour réduire nos émissions de CO2 de moitié. On ne peut plus continuer à prendre l'avion comme on le fait. Voler, c'est la plus grosse source d'émissions de gaz pour nous en tant qu'individus. Donc en abandonnant l'avion, on peut faire un grand bond en avant pour le climat. Ce que disent les scientifiques, c'est que si on ne réduit pas les émissions de gaz maintenant, on risque de ne plus avoir de futur. Je veux dire, j'ai 2 enfants et je ne sais même pas s'ils pourront atteindre mon âge. Pour la première fois en 10 ans, le trafic aérien est en baisse en Suède. Dans un pays où l'on prend 5 fois plus l'avion que la moyenne mondiale, renoncer à ce type de transport n'était pas évident. Et le modèle suédois
risque d'être contagieux. Voilà pour notre reportage en Suède. Nous en rejoint sur ce plateau Dominique Riquet, bonjour. Vous êtes eurodéputé du groupe Renew, Renouveler l'Europe, le groupe du Parlement européen où siègent les députés français de Renaissance, la liste soutenue par La République En Marche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Karima Delli, bonjour. Vous êtes eurodéputé du groupe Les Verts, présidente de la commission transport ici au Parlement européen. Merci d'être venu. Enfin, Pierre Laroutourou, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste, eurodéputé du groupe socialiste et démocrate, élu en mai dernier sur la liste Place Publique. Alors vous venez de voir ce reportage. Est-ce qu'il faut avoir honte de prendre l'avion pour protéger la planète, lutter contre la pollution, Dominique Riquet? Non, il ne faut pas avoir honte, mais simplement c'est le moyen de transport le plus adapté pour certaines distances et certaines destinations. Il ne faut pas le prendre quand il y a des moyens alternatifs qui sont aussi performants. Je pense que le 21e siècle, comme les autres, succède au progrès de déplacement qui est une des grandes libertés des hommes. Simplement, il ne faut pas prendre l'avion quand le train fait la même ou la meilleure performance. Karima Delli. Oui, je voulais dire une dernière chose, c'est qu'en kilomètres passagers CO2 émis, l'avion, c'est plutôt meilleur que le transport terrestre. Karima Delli, il ne faut pas avoir honte de prendre l'avion? Alors, moi, je crois que les citoyens ont une vraie conscience, c'est qu'ils savent qu'il nous reste 10 ans, c'était dit dans votre reportage, ils veulent faire un geste concret. Leur geste concret, c'est de dire, on arrête l'avion, on ne va pas les punir. Moi, je trouve que c'est un geste très fort. Maintenant, c'est vrai, il faut des alternatives, donc il faut renforcer les trains, et notamment les trains de nuit. Maintenant, la véritable question, c'est que ce secteur ne fait qu'augmenter. Alors, si certains pays, on voit que ça régresse, l'aviation en général, depuis 20 ans, a augmenté de 150%. Et si on fait une projection d'ici 2050, il va encore augmenter, puisqu'aujourd'hui, à l'échelle européenne, c'est 5%. D'ici. Est-ce que ce n'est pas le signe d'une démocratisation aussi Non, parce qu'en fait, moi, j'aurais aimé de vous dire que, notamment les plus pauvres prennent l'avion. Non, 80% des ouvriers des classes populaires ne prennent pas l'avion. Ceux qui prennent l'avion, ce sont les plus riches. Donc, à un moment, il faut aussi que nous, en tant que responsables politiques, on prenne l'aviation comme les autres secteurs et on le fasse contribuer dans le réchauffement climatique. C'est pour ça que j'espère qu'on aura demain une taxe kérosène. Voilà. On va en parler, Pierre Laroutourou, sur le Flixcam, la honte de prendre l'avion. Tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Karima. Ce n'est pas un problème de honte, c'est juste un problème de responsabilité. C'est-à-dire qu'a priori, on ne prend plus l'avion si on a compris la gravité du problème. Je ne sais pas si on peut faire un zoom là-dessus. Il y a encore des gens qui pensent qu'on a 20 ans ou 30 ans. Ça, c'est une courbe qui montre l'évolution de la fonte des glaces au Groenland depuis 30 ans. La courbe en bleu, c'est la moyenne. En moyenne, à la fin de l'été, quand il avait fait très chaud, il y avait seulement 20% de la glace qui avait fondu. Mais cette année, c'est la courbe en rouge, il y avait déjà la moitié de la glace du Groenland qui avait fondu en juillet. Donc on est vraiment près d'un point d'effondrement. Les climatologues nous disent que le problème est en train de s'aggraver. Et quand la glace fond, il y a de moins en moins de surface blanche pour envoyer la chaleur, il y a des cercles vicieux. Donc les climatologues, ça fait 40 ans qu'ils nous alertent, ils disent il est encore possible de gagner la bataille, il est encore possible d'éviter le chaos, mais il faut réduire de façon drastique, diviser par 2 nos émissions de CO2. Il y a des secteurs où c'est compliqué, il y a des secteurs où c'est facile. Moi, je vais à Madrid dans 2 semaines pour le sommet sur le climat. On ira en train. Il faut changer de mode de vie, avoir un mode de vie moins excité, avoir du temps pour soi. Et on peut prendre le train et se dire que l'avion, c'est exceptionnel. Donc, question fondamentale sur le sujet. Est-ce qu'il faut taxer le kérosène des avions pour financer la transition écologique? Ah, voilà la bonne question. Voilà. Il faut taxer, mais pourquoi? Alors, moi, je pense que si effectivement la taxe ou des prélèvements sur les moyens de transport polluants ou sur les émissions, elle est affectée à réduire les émissions, c'est-à-dire à favoriser la recherche, le développement des nouvelles technologies, les modes de transport alternatifs, alors là, oui. Donc je pense qu'il faudrait effectivement taxer, mais il faudrait aussi affecter la taxe à un objet qui soit écologique. Karima Delli. Moi, je suis pour la taxe kérosène. Il est grand temps parce que le kérosène, c'est quand même la seule énergie fossile qui n'est pas taxée par rapport à tous les autres, ce qui est quand même un scandale. Quand vous voyez la crise des Gilets jaunes, ils se sont dit mais pourquoi nous, on paye pour notre petit carburant alors que justement l'aviation qui émet énormément, lui, n'est pas taxée. Donc il faut mettre en place la taxe kérosène. Ça tombe bien, la Commission européenne a fait une étude et elle montre quoi? Que 0,33 centimes de litre d'euros par 100
centimes par kilomètre, ça revient dans le budget européen de 27 milliards. 27 milliards d'euros. On peut, oui, investir dans le train de nuit, mais c'est surtout le fait qu'il faut considérer que le kérosène ne peut plus être un paradis fiscal parce que justement, ça nous prive de recettes pour être investi là où il faut, c'est-à-dire le train de nuit ou les alternatives dans les différents... On voit bien, nous, les petites gares, etc. Il faut relancer tout ça au niveau européen parce que le train, c'est plutôt bon pour le climat et c'est meilleur aussi pour l'accès à nos territoires. Pierre Laroutourou, est-ce que le risque, c'est pas aussi que l'aviation aille faire le plein à côté dans le pays où c'est moins taxé? Vous savez qu'au Japon ou même en Arabie Saoudite, il y a des taxes. Au Canada, au Japon, aussi. Il y a des taxes, même en Arabie Saoudite, sur les vols intérieurs. Et donc, c'est quand même ahurissant. Quelqu'un qui fait le plein d'essence, dans mon coin des Pyrénées, la plupart des gens sont obligés de prendre la voiture pour aller au travail. Quand vous faites le plein d'essence, vous avez 68 centimes de taxes en France pour un litre d'essence. 68 centimes. Et par contre, quand vous prenez l'avion, Karima l'a expliqué, c'est 0 centime. 0 centime sur le kérosène, 0 centime de TVA. C'est absolument choquant. Et du coup, le train est plus cher que l'avion. Si vous voulez aller à Madrid depuis Paris, l'avion est moins cher que le train, c'est juste ridicule. Donc oui, il faut progressivement, en 1 an ou 2 ans, que le niveau de taxe soit le même sur le kérosène que sur l'essence normale et que cet argent aille intégralement pour construire des trains, mettre des trains à grande vitesse. Il y a des pays d'Europe où il n'y a pas encore de trains à grande vitesse, pour faire des trains de nuit, pour améliorer les dessertes dans les banlieues ou permettre le travail à distance. Dans mon coin des Pyrénées, peut-être qu'on n'est pas obligé d'aller 5 jours par semaine à Argelès ou à Lourdes pour aller au boulot. S'il y avait du haut débit, si on pouvait travailler à distance, peut-être qu'on prendrait seulement 2 fois par semaine aller voir les collègues et que 3 jours par semaine, on pourrait rester dans le village. Donc il y a un besoin d'investissement massif. Les citoyens sont prêts, les entreprises, les collectivités, et on a besoin de financement. Donc la taxe kérosène, c'est une priorité. Karima l'a dit, c'est prêt. Techniquement, il n'y a aucun problème. Il y a juste le lobby de l'avion qui résiste. Il faut qu'il y ait un lobby citoyen et des députés qui disent on avance, on avance. Et le lobby de l'avion qui résiste, Dominique Riquet? Deux remarques. Premièrement, actuellement, les mécanismes budgétaires en Europe et en France ne permettent pas d'affecter une taxe à une cible. Et je prends un exemple, par exemple, les nombreuses taxes sur les carburants terrestres, sur l'essence, n'ont jamais été affectées à améliorer le réseau routier dont on a vu qu'il pose quelques problèmes. Je prends cet exemple-là. Deuxièmement, effectivement, le transport aérien est taxé, même très taxé en France, très taxé. 38% de taxes sur le prix d'un billet d'avion. Mais il n'est pas taxé en fonction de ses performances environnementales. Il y aurait lieu de re-regarder ça d'un peu plus près. Je pense que le problème, c'est on ne va pas retourner à la diligence. On doit favoriser le transport terrestre qui est moins émetteur lorsqu'il est performant. Et moi, je suis désolé, je ne partage pas l'avis de Karima, arrive de temps en temps, c'est que c'est la démocratisation qui a augmenté de loin, et notamment les compagnies low cost qui a augmenté de loin le nombre de vols et donc les émissions. Il faudra trouver un moyen. Vous pensez que taxer, donc évidemment, l'aviation, ça va profiter aux riches mais taxer, ça ne profitera pas aux riches, non. Mais je suis sûr que ça va pénaliser les plus pauvres. Oui, mais, donc, on va tous être pénalisés pendant si le dérèglement climatique s'aggrave. L'autre fois, il y a eu 1000 morts à cause du cyclone Idai, 70 morts au Japon. Donc les riches et les pauvres, on va tous crever dans 20 ans. Non, mais cette opposition-là, je ne veux pas la faire. Ce que je veux dire par là, pas la faire. Je suis d'accord pour dire qu'il y a un problème de dérèglement climatique. Je suis d'accord pour dire qu'on doit prendre les mesures qui sont adaptées. Je dis simplement que ces mesures, elles doivent être, comme on dit, remarquées, c'est-à-dire elles doivent servir à ça. Ça, on est clair là-dessus. Que deuxièmement, il y a un problème de démocratisation qui existe. On l'a vu avec les Gilets jaunes sur le terrestre. On le verrait dans l'aviation. Je pense qu'il y a peut-être des mesures à prendre différentielles. Voilà. On n'est pas en désaccord sur le fond du problème. Moi, j'attire simplement l'attention sur le fait que si vous taxez, affectez là où ça doit être. On est d'accord, à 100%. Deuxièmement, prenez en considération le fait que lorsque l'on taxe, ça n'affecte pas les gens de la même façon en fonction de leurs ressources. OK. Je pense qu'on sera d'accord. Non, mais on est d'accord sur une fiscalité écolo et acceptée si elle est juste. Elle est juste, ça veut dire aussi prendre en compte les niveaux de vie. Mais on voit bien que les chiffres sont là. Les plus pauvres ne prennent pas l'avion. Ils préfèrent prendre le train, faire du tourisme de proximité. C'est ça, c'est pas eux qui, entre guillemets, détruisent la planète, premièrement. Deuxième chose, il faut voir aussi que la taxe kérosène va avoir des impacts sur les comportements. L'étude de la Commission européenne, puisque vous parlez du lobby, notamment aérien, qui dit « Attention, ça va nous tuer des emplois ». Pas du tout, ça ne tuera pas d'emplois. Pierre l'a dit, il y a d'autres pays, le Japon, les États-Unis, la Norvège, ils l'ont déjà
Déjà, est-ce que ça a tué l'emploi? Non. Il faut dire que les grands concurrents dans l'aviation, c'est les compagnies du Golfe et c'est les low cost. Un Paris-Madrid 20 €, c'est quand même un scandale. Là, on ne prend pas en compte l'impact climatique. Et je terminerai par une chose qui est très importante, c'est la démocratisation. Je rappelle qu'en ce moment, il y a une initiative citoyenne, c'est-à-dire une pétition sur la taxe kérosène. Allez-y, aidez-nous pour enfin la mettre en place, parce que 27 milliards d'euros, ça peut être vraiment des belles alternatives pour avoir accès, chacun d'entre nous, à une vraie mobilité propre et accessible. Vous l'avez certainement appris, la Banque européenne d'investissement renonce à financer les énergies fossiles à partir de 2022. Est-ce que c'est une décision historique dans la lutte contre le réchauffement climatique? C'est une bonne nouvelle. Moi, avec Jean Jouzel, le prix Nobel de la paix, avec d'autres, ça fait 4 ans qu'on se bat pour avoir une banque du climat. Au début, on rigolait et maintenant, tout le monde dit qu'il faut une banque du climat. On y va. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et il n'y en a pas beaucoup, donc autant le dire. Mais ce n'est qu'un petit pas, parce qu'au mieux, ça va faire 15 milliards de plus. C'est très bien, c'est très bien. Ça fait 15 milliards de moins chaque année pour les énergies fossiles et 15 milliards de plus pour les renouvelables. Simplement, je vous rappelle que si on veut gagner la bataille, si on veut isoler toutes les maisons, toutes les écoles, tous les théâtres, toutes les universités, si on veut mettre des transports en commun, si on veut aider les agriculteurs à changer, la Commission européenne elle-même dit qu'il manque chaque année 400 milliards. Il manque chaque année 400 milliards. La Cour des comptes dit qu'il manque chaque année 1100 milliards. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est 15 milliards, mais c'est juste 30 fois trop petit. Donc c'est pour ça qu'on se bat avec beaucoup de députés, avec beaucoup d'ONG, beaucoup d'associations, pour dire on veut un vrai traité sur le climat. Un exemple concret, au-delà de la taxe kérosène qu'on défend ensemble, c'est l'idée que la Banque centrale européenne vient d'annoncer qu'elle va créer 240 milliards. La BCE a commencé le 1er novembre à relancer la machine à billets, 240 milliards. Est-ce qu'on les donne aux banques? Et on sait que 90% va à la spéculation, c'est le bilan qu'on fait du quantitative easing depuis 5 ans, et on aura une crise financière terrible, ou est-ce qu'on se dit que ces 240 milliards, on les met intégralement sur le climat et sur l'emploi? Combien est-ce qu'on peut isoler de maisons avec 240 milliards? Combien on peut développer de transports en commun? Et c'est très concret. La BCE vient d'annoncer qu'elle va créer 240 milliards en un an. C'est pour ça, moi, dans le groupe social-démocrate, je me bats pour dire c'est pas dans 4 ans qu'il faut réagir. Cet argent, il y a un moment où c'est juste évident. Est-ce que cet argent va à la spéculation ou est-ce qu'il va créer des emplois? En plus, le chômage recommence à augmenter dans tous nos pays depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Karima Delli, vous avez l'espoir que cette commission von der Leyen soit plus écolo que la précédente, celle de Juncker? Alors tout le monde aujourd'hui se veut écolo, tant mieux. Mais maintenant, c'est bien de le dire, il faut agir. Ah oui. Et là, j'ai un petit problème de fond. Est-ce qu'on va avoir une réelle orientation de la PAC? Parce que la PAC, telle qu'on l'a aujourd'hui, c'est un peu une agriculture productiviste et qui a comme effet, malheureusement, que nos propres agriculteurs ne vivent pas de leur travail et se suicident. Est-ce qu'on va avoir le cran de dire stop aux accords de libre-échange? On ne peut pas dire on défend le climat et en même temps on fait le Mercosur. À un moment, il ne faut pas choisir de l'enrichissement pour certains et la montée des températures pour tous. C'est pas possible. Donc il faut des choix courageux. Et maintenant, quand je vois, rien que sur les traités de libre-échange, etc. Les choix ont été faits. Le Parlement, le Conseil, la Commission européenne viennent de se mettre d'accord sur le budget de l'Union 2020, un accord difficile, mais qui permet d'investir 1,9 milliard sur le climat et l'emploi des jeunes. C'est une bonne nouvelle ou pas? Non, pour l'instant, on va dans le bon sens. Ce sont des choix qui ont été aussi débattus ici au Parlement européen. Hein. On ne peut pas avoir justement le Parlement européen une voix. Maintenant, c'est bien de dire qu'on a mis un peu plus pour le climat. Alors maintenant, c'est que 1,9 milliard. Hein, c'est pas énorme. Hein. Le mot de la fin, l'Europe plus verte? L'Europe, le monde en meilleure performance écologique, en essayant de préserver au maximum les intérêts des citoyens, les intérêts écologiques et la transition économique qui est nécessaire. Il faut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. J'étais celui qui a négocié pour le groupe social-démocrate le budget. 1,9 milliard, c'est mieux que rien, mais c'est 200 fois trop faible. C'est 200 fois trop faible. J'ai dit l'autre jour au commissaire que j'allais voter ce budget, mais que c'était ridicule. Et le commissaire Oettinger a dit qu'il était d'accord, c'est ridicule. Donc moi, j'aurais honte devant moi, devant mes amis, devant mes enfants, si dans l'année qui vient, on n'est pas capable de changer de braquet. Quand Kennedy dit on va aller sur la Lune, le budget de la NASA est multiplié par 15. Les comptables s'arrachent les cheveux, mais Kennedy, c'est fois 15 pour la NASA. Il crée 400 000 emplois. Quand Roosevelt arrive pour lutter contre le chômage, le budget fédéral des États-Unis, c'est x3. Et il met une taxe sur les plus riches et une taxe sur les bénéfices. Et ça marche. Et Kennedy et Roosevelt n'étaient pas des malades mentaux. Ils avaient un projet pour le pays. Donc vraiment, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est juste le début. Ça va dans le bon sens, mais il faut changer complètement de braquet. Il faut que les citoyens nous aident. Vu l'inertie du système, il faut que les citoyens nous aident. Il faut que ça pousse, qu'on pousse tous ensemble. Donc un budget pas assez ambitieux? À coup sûr.
Ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois d'être venus débattre avec nous. C'était très instructif. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Bye bye.